Bin, votre podcast de True Crime québécois et canadien. Préféré! Ici Hélène. Et Mélanie. Hélène, un peu hangover. Oui, un peu. Ça se passe très bien à date. C'était... Ouais, je tombais en congé Des fêtes. des fêtes hier. Fait que... T'allais-tu dire congé maternité? Non. Non, c'est fini la Mais gang j'étais des comme en bébés. congé, mais tu sais, aujourd'hui, je suis pas en congé 100% parce qu'on a quand même des épisodes enregistrés aujourd'hui. Ah ouais. Mais c'est pas un travail, ça. Ouais. C'est du plaisir. C'est juste du plaisir. Un peu de travail. Hélène. Je suis scrap, excusez. Ça se peut que je dise la merde. Ça, c'est Hey, pas vrai. je t'ai pas raconté mon rêve. Je vais te raconter mon rêve. OK. Cette En nuit- ondes? Ouais. Cette nuit, j'ai rêvé que j'avais fait quelque chose de pas correct. Là. J'avais enfreint la loi. Puis je devais aller passer une journée en prison. C'était ça ma Mhm. sentence. Puis là, genre, là, je me préparais comme pour aller à la prison. Puis là, j'étais comme, hey, dans le fond, ça va être correct, la prison. Genre, je vais pouvoir relaxer. Tu sais, j'aurai pas les enfants. Oh my God! Je vais pas travailler. Fait que là, je me suis réveillée, j'étais genre, hey, je pense que mon cerveau, il me dit que j'ai besoin d'un Oh break. my God, Hélène. Je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui nous écoutent qui sont comme, I je get te it. file. La Mon prison semble une option pour relaxer. Mon amie Chloé, elle m'avait déjà dit un moment donné, j'aimerais ça comme avoir un mini accident mineur, puis être dans un petit coma pendant vraiment pas longtemps. Juste rien de grave, mais juste un mini coma. C'est juste pour avoir la fucking paix. Voilà. Je comprends. Voilà. On comprend. c'est ça. Je voulais- Bonjour à toutes les mamans qui nous qui écoutent et qui comprennent. Ouais, que Le- la prison, ça semble relax quand t'es maman. Mais pour un 24 heures, ouais. Tu chill, tu fais rien. Ouais. T'as pas ton sel en plus, tu peux juste. Ouais, c'est Rien vrai. faire. Ah, ça doit faire du bien. C'est genre un spa retreat. Ouais. Merci Hélène pour ce beau plaisir. moment. Sinon, chose sérieuse, ben là, vous savez que moi puis Mel, on aime tout ce qui touche aux enquêtes. Et dernièrement, on a eu un vrai coup de cœur. L'exposition Sherlock Holmes, mener l'enquête à Pointe-à-Calière. On a vraiment été surprise à quel point on a aimé ça. Oui, ça c'est vrai. Sérieux, c'est rare qu'une expo fait travailler le cerveau autant que ça. On a appris tellement de choses, autant sur les inspirations d'Arthur Conan Doyle pour créer Sherlock Holmes que sur les débuts de la police d'enquête ici à Montréal. C'était vraiment intéressant. Ouais, puis l'expo, elle t'amène comme directement au 221B Baker Street, à l'appartement de Sherlock Holmes. Tu te rappelles de l'adresse? Ouais. Ben, elle est full connue, cette adresse-là. Ah ouais? Oui, oui. Ah. Tout le monde, genre, si tu dis 221B Baker Street, tout le monde sait c'est quoi. OK. Moi, j'habite en dessous d'une roche comme d'habitude. Ben oui, évidemment. Donc, tu te retrouves dans l'appartement de Sherlock Holmes à analyser des indices pour résoudre un mystère. Puis, ben, j'espère que vous allez mieux faire que nous à ce niveau-là. Oui, on n'a pas réussi. Bon, on n'a pas eu le temps. Ouais. Fait que si vous avez envie de vivre une enquête pour vrai, dans un décor immersif, c'est vraiment l'activité parfaite. Puis honnêtement, avec le temps des fêtes, c'est non seulement une super sortie à faire entre amis, en couple, même en famille, mais c'est aussi une idée de cadeau quand même originale qui va vraiment surprendre. Puis en passant à l'expo, c'est ouvert jusqu'au 8 mars. Puis, on a mis dans la description de l'épisode le lien pour acheter vos billets. Alors, Si jamais ça vous dit, allez-y. allez-y. J'ai aussi un complément d'information, je dirais. OK. Il y a 2 personnes qui nous ont écrit par rapport au féminicide, quand on parle de féminicide. Et là, j'ai appris un nouveau mot, Hélène, que je vais t'apprendre et que je pense que je vais apprendre à beaucoup de gens. Vas-y. Uxoricide. Tabarouette. Voilà. C'est Donc, un bon mot Scrabble. je t'explique. C'est Richard qui nous a écrit pour nous expliquer. Il dit « Lors du meurtre de la conjointe, il est plutôt question de uxoricide. » C'est difficile à dire. Il dit « Et il serait même pertinent de se questionner quand un tueur en série ne tue que des femmes, non pas parce qu'elles sont des femmes, à une dirigée envers les femmes, mais parce qu'il ne veut pas prendre la chance de tenter de tuer un homme. Doute quant à sa force, par exemple. Est-ce que ce sont encore des féminicides? J'en doute. Continuez à nous déprimer sur la nature humaine, vous faites un excellent travail. Il écrit « J'ignore quel smiley face mettre ici. Plume dirait « Mieux vaut en rire qu'en brailler. » Ah. C'est OK. full un beau commentaire. Ben, Fait que oui, voilà, je voulais juste intéressant. vous apprendre un nouveau mot aujourd'hui. oui, mais c'est vrai que j'y avais pensé à un moment donné dans les épisodes où on parlait de féminicide. Puis je suis comme, c'est vrai que techniquement, ça veut juste dire une femme qui. Oui, c'est moi, ça c'est que pas ça veut dire. nécessairement le meurtre d'une conjointe, mais dans les médias, puis tout, c'est souvent utilisé pour ça. Là.
Ben parce que souvent, les cas, c'est ça. Mm. Souvent, la femme est tuée par son conjoint, malheureusement. Fait que voilà, uxoricide. On apprend un nouveau mot. Bon. On se lance dans L'épisode? l'épisode? Oui, apparemment que tu as un gros épisode pour nous. Écoute, En fait, plus qu'un. peut-être Oh. à suivre. Mhm. Non, cet épisode-là, c'est pas une surprise. C'est écrit partie 1 dans le post. Mais non, The Happy Face Killer, l'histoire de Keith Hunter Jesperson, c'est un bon tannant. Donc, j'ai pas pu tout condenser les informations dans un épisode, alors je vais vous le faire en 2 parties. Donc, cette histoire-là, pour ceux qui la connaissent, ça a marqué... ça s'est passé surtout aux États-Unis, mais le gars, il est Canadien. Il est né ici, fait que j'ai le droit. Yes. Donc, j'ai écouté le podcast de sa fille, Melissa Moore, qui a sorti un podcast en début de cette année-ci. Ça s'appelle Happy Face. Et elle raconte pas l'histoire que moi je vais vous raconter aujourd'hui, mais elle parle de son expérience à elle avec son père. On entend aussi sa mère qui en parle. On entend, en tout cas, je vais en parler pendant l'épisode, mais elle apporte comme des compléments d'informations sur l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. OK. Hey, c'est tellement... Être la fille d'un tueur en série, comme... Ah, c'est débile. C'est débile. Écoute, je vais t'en parler. Donc, Keith Hunter Jesperson, né le 6 avril 1955 à Chilliwack, en Colombie-Britannique. Il est canadien. Ça se trouve à 1h30 à l'est de Vancouver. Keith, c'est l'enfant du milieu. Il a 2 frères, Brad et Bruce, et 2 sœurs, Sharon et Jill. Son père s'appelle Leslie Samuel, mais on le surnomme Les. Les a construit lui-même la maison dans laquelle sa famille habite, dans leur petite communauté de 10 000 habitants. Il a défriché à lui seul la terre de 5 acres, qui a été acquise par ses ancêtres en 1909. C'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. Il a aussi construit une grange avec un grenier, un pont traversant la rivière et un barrage pour pêcher plus facilement. Tout ça pour dire que Les, c'est un homme débrouillard et très ingénieux. Mais c'est aussi un monstre. Ah! Voilà. C'est un alcoolique manipulateur qui est violent physiquement et verbalement envers sa femme, Gladys Lorraine Jesperson, mais aussi envers ses enfants. Surtout envers Keith, qui est ouvertement le mouton noir de la famille. Dès l'âge de 12 ans, Keith est forcé de travailler pour payer sa chambre et sa pension de 30 $ par semaine. Ah, boy. Donc, Okay. les gens dans les années 60. Ses frères et sœurs, eux, ils n'ont rien à payer. Ah. Keith est contrôlé et manipulé par son père qui lui donne constamment des ordres et des codes de conduite qui diffèrent beaucoup de ceux de ses frères et sœurs. Il doit obéir au doigt et à l'œil, sans quoi il reçoit des punitions. À l'école, c'est pas mieux. Ses frères Bruce et Brad le surnomment publiquement Igor parce que Keith, il est vraiment grand. Puis il est décrit par sa famille comme étant un peu lent. Puis pourquoi Igor? Parce qu'il est gigantesque. Puis Igor, c'est quelqu'un de gigantesque? Je sais pas. Ça dit qu'il l'appelle de même parce qu'il est gigantesque. Puis je sais pas. Donc, les jeunes étant ce qu'ils sont, tout le monde se met à l'appeler de même. Et donc, Keith est ridiculisé par sa famille et même par ses amis à l'école. Résultat, une rage intérieure ne cesse de grandir en lui. On raconte qu'à l'âge de 9 ans, il a presque battu à mort un enfant parce qu'il lui reprochait des choses qu'il n'avait pas faites. Donc, quand il retournait à la maison, il se faisait punir par son père. Les punitions, c'était toujours attribué par Les. Ils ont commencé par des coups de poing ou de pied, puis ils ont continué par des séances de fouet avec une ceinture en cuir, puis même des chocs électriques, apparemment. Et tout ça devant ses frères et sœurs et sa mère. Avec un père comme Les, on peut s'imaginer que tous les garçons de Jesperson développent des comportements extrêmement agressifs. Ils déchargent cette agressivité-là en tuant des petits animaux. Quand même classique. Classique tueur en série, oui. Ils torturent puis tuent des rongeurs par centaines, apparemment. Okay. Le passe-temps préféré de Keith est de capturer des oiseaux puis de les étrangler jusqu'à ce qu'ils sentent leurs petits coups cassés dans ses mains. Les, fier de ses boys, il aime filmer ses enfants couverts de sang après avoir abattu des petits animaux. OK, c'était comme une activité familiale. Là. Tous les enfants faisaient ça, genre tous les animaux. Papa, derrière la caméra, est comme « Bravo les boys, good job ». Okay. À l'âge de 14 ans, Keith, il dit qu'il a été violé, mais il n'a jamais spécifié par qui et comment, quand. Donc, c'est comme on lui laisse entendre que c'est
papa, mais en tout cas, ça n'a jamais Mais été ça pourrait confirmé. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. ou là, ça ouais. pourrait ne pas être vrai aussi. Ouais. Bref, les enfants de Jesperson grandissent dans un environnement très sain. Mhm. Mhm. Lorsque les enfants sont un peu plus vieux, Les y décide de déménager sa famille aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Selah, dans l'État de Washington. Ça se situe à peu près à 4h30 de route de Chilliwack. J'ai vu un moment donné un TikTok, ça n'a vraiment pas rapport, mais un Américain qui disait qui était déménagé au Canada, puis il dit qu'ici, on calcule tout en heures ou en minutes, genre au lieu d'en distance. Ah, ouais, mettons Puis, que... mettons, tu dis pas Québec, c'est à 200, Non, c'est vrai, tu dis 250 c'est à km. 2h30, C'est à 3h. 2h30. Ouais. Ça me fait rire. À chaque fois que j'écris une heure maintenant, je pense à ça. C'est vrai. On est Canadiens. Donc, les années passent, tout le monde grandit, tout le monde se marie, tout le monde quitte le nid. Keith, lui, rencontre sa future femme. Elle s'appelle Rose-Marie Pernick Huck. Voici comment ils se sont rencontrés. C'est quand même drôle. Je l'ai mis parce que c'est un peu absurde. Un soir, Rose travaille au comptoir de service à l'auto d'un fast-food. Keith, il passe en voiture et il commande un burger. Il paye, il s'en va. Un peu plus loin, il se rend compte qu'il n'y a pas de boulette dans son burger. Ah, oups. Fait qu'il revient. Petite erreur. Il revient, elle commande à l'auto, puis il explique à Rose qui est là. Puis Rose, elle s'excuse, puis elle rit parce qu'elle se retourne, puis la boulette est sur le grill. Fait qu'elle a juste oublié de la mettre dedans. Fait qu'elle refait un burger avec boulette. Et Keith, il l'invite à sortir prendre un verre. Et sur le coup, Rose, elle refuse. Elle dira plus tard que c'est parce qu'elle n'était pas vraiment attirée physiquement par lui. Mm. Mais Keith, il abandonne pas. Il revient plusieurs autres fois, à plusieurs jours consécutifs, et il demande à chaque fois d'aller prendre un verre. Elle finit par accepter. Il tombe en amour. C'est comme quasiment une belle histoire. C'est sans un la mythe partie, cute, là. c'est un tueur en série, c'est comme, ah, c'est cute. Ouais, mettons, s'il avait tué personne, ça serait cute. Ça serait une belle histoire. Ouais. Mais on n'en parlerait pas s'il avait tué personne, on s'entend. Ouais. En 1974, Keith gradue l'école secondaire, puis il déménage dans la ville de Cheney, toujours dans l'État de Washington, avec Rose. Les tourtereaux se marient l'année suivante, en 1975. Keith a alors 20 ans. Il mesure 6 pieds 6, puis il pèse à peu près 240 livres. Tabarouette, OK. C'est une grosse pièce d'homme. Oui. Puis il est beau bonhomme, quand même. Ah, j'avais écrit une bonne pièce d'homme. Il s'installe dans une petite maison juste à côté de la terre des Jesperson. C'est à cette époque que Rose rencontre son vrai beau-père, Les. Pour divertir la famille, Les il aime organiser des soirées cinéma avec ses 3 fils et leurs épouses. À l'affiche, les vidéos macabres de ces 3 garçons couverts de sang en train de torturer puis de tuer des animaux. Oh my God! Mais voyons. Fait que lui, il trippe montrer ça à des brus qu'on appelle, je pense. Ouais, les bruits. Ouais. Fait que là, il trippe à regarder les visages terrorisés de ces brus. Puis là, il rigole puis il dit « Regardez mes tueurs nés éliminer leurs victimes. Vous ne voudriez pas les croiser dans une ruelle sombre. Hein? » Mais voyons. Il dit ça. C'est tombé un psychopathe, son père. Ben oui, 100%. Fait qu'en plus de cet humour noir-là, Rose, elle commence aussi à être tannée des avances sexuelles provenant de son beau-père. Oh. Elle dit à un moment donné qu'il débarquait souvent chez eux sans cogner, puis il demandait juste en riant, mettons, « Bon, tu couches avec moi aujourd'hui? » Hein? Genre des trucs de même. Il a aussi l'habitude de pincer ou de flatter les cuisses de Rose. Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement Keith est au courant, mais quand il voit que ça arrive, ces choses-là, il regarde son père, puis les deux, ils rient ensemble, comme si c'était une bonne blague. Yeah. Hey, c'est tellement la chose la plus malaisante. Ton beau-père qui te fait des avances de même, puis ton chum, il est comme... C'est bien drôle. Donc, cette situation troublante et très désagréable dure près de 5 ans, jusqu'en 1979, quand Rose tombe enceinte. Dans le podcast de Melissa, elle dit que c'est le seul moment où son beau-père l'a laissé tranquille. Ouais. Ma théorie, c'est que parce qu'elle prenait du poids, il était moins attiré. Ouais. C'est ça. Donc, en 1980, elle accouche de son premier enfant, donc Melissa, et suivent rapidement un garçon et une autre fille, Jason et Carrie. Rose met alors son pied à terre, puis elle convainc Keith de déménager. Sûrement qu'elle est à bout de son beau-père. Ils achètent une maison à Cheney dans l'État de Washington et que là, est enfin débarrassée de son beau-papa. À Cheney, Rose est femme au foyer, puis Keith travaille comme chauffeur de camion longue distance. Ah, c'est un bon métier pour un tueur en série, ça. Voilà. Il faut savoir que, fun fact, c'était pas la carrière dont rêvait Keith. Lui, il voulait devenir policier pour la GRC quand il était au Canada. Un autre bon métier pour un tueur en série. Voilà. Mais son rêve a été anéanti à cause d'une importante blessure. Pendant un cours d'éducation physique au secondaire, il grimpait à la corde, tu sais, la grosse corde. Là, Ah oui. Oh my puis God. il est tombé d'une hauteur d'environ 8 mètres, puis il est tombé directement sur la tête. Hey!
Puis il a eu une blessure à la tête, puis il s'est cassé la hanche, ce qui fait que sa hanche est comme jamais revenue. OK. Fait que sa candidature à la GRC, elle a été rejetée. Ah, oui. Selon ses enfants, qui s'est jamais remis de ça. Aussi, j'ai trouvé un fun fact qui dit, je pense que, je sais plus où j'ai trouvé ça. Je pense que c'est dans un autre podcast que j'ai entendu. Il y a des études qui ont été faites sur les meurtriers qui montrent qu'une grande partie d'entre eux ont subi des lésions au lobe frontal avant l'âge de 22 ans. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est comme le choc à la tête, c'est comme une autre, C'est ça. un autre Parce- indice de c'est ça. psychopathe, des fois. Là, comme... Puis ça change complètement leur personnalité, puis ça a l'air Ouais. que c'est un Mm. dénominateur commun pour Ouais. les tueurs en série. Donc Mm. voilà. Ben, comme dans l'épisode de Chris Benoit, là, que j'avais parlé des commotions oui, c'est cérébrales à vrai. répétition. Là, Ah, ça avait un nom, ça, non? Oui. ETC. Ouais. Ouais. Ah, En tout c'est cas. sûrement ça, c'est vrai, j'avais même pas fait le lien. Donc, bien que Keith ne boive pas une goutte d'alcool puis il ne touche jamais à aucune drogue, il devient quand même abusif dans sa relation avec Rose. De un, il n'est jamais à la maison à cause de son travail. Il fait de la longue distance. Et il trompe constamment sa femme et elle le sait. Entre autres, le jour même de leur mariage, pendant que Rose apprenait ses photos solo de sa belle robe, Keith était à l'extérieur en train de frencher la demoiselle d'honneur, Mais non, Pam, et qui est la meilleure amie de Rose. C'est Pam qui a tout avoué à Rose quelques années plus tard. Oh my God! Hey, Fait que- pauvre elle, genre trahie par sa meilleure amie 100%. et son mari, c'est dégueulasse. Fait que Pam, c'est comme la première side chick de Keith, mais c'est loin d'être la dernière. Dans la maison, Rose, elle raconte dans le podcast de Mélissa qu'elle recevait souvent des appels des femmes qu'elle connaissait pas à la maison. Elle dit, je recevais des appels téléphoniques tous les jours. Genre, bonjour, qui est là? Puis elle disait non, c'est qui est à l'appareil? Puis elle disait son nom. Puis elle disait, pouvez-vous dire à qui ce qui me rappelle? Puis elle disait, vous êtes qui? La femme, elle disait, vous êtes qui? Puis elle disait, je suis sa femme. Fait que là, les filles raccrochaient. C'est vrai qu'avant les cellulaires, c'était quand même plus difficile de tromper Ben oui, il faut que tu appelles à la maison. Ouais. Bonjour, mon amant est là. Fait que là, Rose tente de nombreuses reprises de confronter son mari, mais à chaque fois, il répond des trucs vagues comme « si seulement tu savais ». Des trucs de même. Puis il s'en va. Il y avait tout le temps une conversation. Donc, quand Mélissa atteint l'âge de 5 ans, elle ressent déjà un changement dans la dynamique entre ses parents. Sa mère, elle se referme, elle s'isole de plus en plus. Son père, il est jamais là. Et quand il est à la maison, par contre, Keith, c'est vraiment un bon papa. Il adore passer du temps et rigoler avec ses enfants, mais il ne s'occupe pas du tout de sa femme. Mélissa ne se rappelle pas d'ailleurs avoir vu ses parents se faire un câlin, encore moins s'embrasser. Jamais. Donc, lui, il a l'habitude de rabaisser Rose de manière extrêmement dégradante, et ce, devant leurs enfants. Il dit ouvertement que c'est une mauvaise femme au foyer, puis qu'elle ne sait pas du tout cuisiner. Il se plaint constamment qu'elle est grosse, puis il la regarde toujours avec dégoût. Puis il fait aussi des commentaires à chaque fois qu'elle ose manger devant lui. Elle a dit ça dans le podcast, je trouve c'est capoté. Il n'a jamais abusé d'elle physiquement, mais verbalement, il n'y a aucun doute. Donc, jusqu'à maintenant, il est perçu comme un bon papa, mais il est absent, infidèle, contrôlant et abusif. Et on ajoute à tout ça, parce que c'était pas assez, une sexualité ouvertement déviante. Donc, il se confie vraiment trop à sa plus vieille, Mélissa. Ils sont très proches et Mélissa, elle adore son père au début. Dans ses confidences déplacées, il confie à sa fille qu'il se sent constamment rejeté sexuellement par sa mère. Tu dis ça à ta fille. Okay. Il raconte aussi beaucoup de détails sur sa vie sexuelle hors mariage. Donc, Mélissa est très au courant que son père couche à droite et à gauche. Et ça s'arrête pas là. Dans la maison, il laisse traîner des magazines porno un peu partout. Au restaurant, il s'empêche jamais de pogner une fesse à une serveuse. Au travail, à son bureau, ça a l'air qu'il y avait comme un petit bureau à la compagnie de camions. Il y a des calendriers de femmes nues et des photos porno sur tous les murs. Mélissa dirait plus tard que la vie sexuelle de son père faisait toujours partie de la conversation. Eh boy, oui, très déplacé. Très déplacé. Mais bon, vu l'exemple qu'il a eu comme père, ça m'étonne pas. Ah, c'est un fucked up. Le côté violent de Jesperson se fait aussi de plus en plus ressentir. En voici un exemple. Un après-midi, il est à l'extérieur en train de nettoyer la cour. Ceux qui aiment les chats, skipper un 30 secondes. Son garçon Jason, 6 ans, est assis un peu plus loin puis il caresse un chat qu'il a trouvé puis qui est couché sur ses genoux.
Melissa, elle a 7 ans à cette époque-là. Elle aperçoit le chat au loin, puis elle vient rejoindre son frère pour le flatter, elle aussi. Leur père les voit du coin de l'œil. Il s'approche. Il s'assoit à côté de Jason, puis il commence à flatter lui aussi le chat. Et à ce moment-là, il y a une tension dans l'air parce que Jason et Melissa, ils savent très bien que leur père, il déteste profondément les chats. Hmm. Donc, pourquoi ils seraient en train d'en flatter un? Ouais. Et que soudain, une de ses grosses mains, parce que c'est un grand bonhomme, Mhm. Jesperson immobilise la tête du chat. Il attrape le reste de son corps, puis de l'autre main, il commence à lui serrer le cou. Le chat se met à hurler. Il se débat de toutes ses forces. Melissa et Jason crient à leur père d'arrêter, mais il n'y a rien à faire. Ça a pris que quelques secondes. Le chat est décédé. Eh oui. Jason et Melissa sont en larmes Eh, et, on va se le dire, profondément traumatisés. Ben oui, mon Dieu, pauvre enfant. Donc, à partir de ce moment-là, Jesperson a définitivement installé un règne de terreur dans sa famille. Les enfants ne parleront jamais à personne de cet incident-là parce qu'ils ont peur que leur père les punisse à leur tour, ce qui est vraiment triste. Donc, la tension monte dans la maison. Jesperson est de plus en plus violent, contrôlant et abusif. Rose n'en peut plus, mais elle reste quand même avec lui parce qu'après tout, c'est son mari. Tu sais, à l'époque, Ouais, c'était très important. Les années passent. Plus les années passent, plus Rose accumule les frustrations contre Jesperson. Voici la liste des événements qui ont mené Rose à éventuellement le quitter. 1. Les pimps. Des pimps? Oui. OK. Parfois, quand Jesperson y partait pour un long séjour pour le travail, Rose, elle aimait l'accompagner. Donc, une fois, elle l'accompagne pour une longue route vers l'Arizona. Il s'arrête dans une station-service où il y a un restaurant pour manger. À la station, il y a une limousine avec quelques hommes autour qui mettent du gaz et lavent les vitres du véhicule. Les hommes sont visiblement des proxénètes, a.k.a. des pimps. Jesperson les aperçoit, puis il a une bonne idée. OK. Il prend Rose dans ses bras, puis il marche en direction des pimps. Il passe sa femme dans les bras de l'un d'entre eux, littéralement, et il lui dit « Vous pouvez la garder ». Puis il s'en va. Ah, bonne blague, chérie. C'est ça. Fait que là, Rose, elle se libère immédiatement des bras du gars, puis elle part en courant. Fait que what the fuck. Fait que là, elle tente de confronter Jesperson sur ce qui vient de se passer, mais comme d'habitude, il l'ignore, il répond pas. Fait qu'elle finit quand même par embarquer dans le camion de Jesperson parce qu'ils sont au milieu de nulle part. Comme pas vraiment C'était d'autre ça choix. ou repartir avec les pimps. Là. Exact. Fait qu'elle dit qu'ils se sont pas adressés la parole pendant tout le trajet du retour. Wow! Un beau voyage en amoureux. Voilà. Raison numéro 2, les incendies. Une fois, quand Melissa était bébé, vers 3 heures du matin, Rose elle se réveille en toussant. La salle de bain est en feu. Elle court pour attraper Melissa qui dormait dans sa bassinette. Jesperson, Rose et Melissa réussissent à évacuer la maison avant que le feu se propage. C'est juste, ça a l'air que c'est juste quand les pompiers sont arrivés que les détecteurs de fumée se sont mis à crier. Ça a quand même pris vraiment beaucoup de temps. Et donc, toute la toiture prend en feu, mais la maison tient le coup jusqu'à ce que les pompiers puissent éteindre le feu au complet. Donc, la cause du feu, Jesperson avait tapé le fan de la salle de bain, comme le fan d'aération. Ouais, OK. Ça a l'air qu'il faisait tellement chaud que le plastique du tape et du ventilateur, ça a comme fondu. Je ne sais pas exactement. C'était peut-être un fan d'air chaud, puis ça a fondu. Puis ça a dégoûté sur la couverture en fourrure, tu sais, sur la toilette. Là. À l'époque, il y avait ça. Tu sais de quoi je parle? Oui, très 70s. C'est ça qui a pogné en feu. Le shag de la toilette. Bref, c'est pas très clair cette partie-là, mais c'est de sa faute. T'sais, bref, il avait tapé. Je sais pas. Écoute. 3 mois plus tard, Jesperson a eu un contrat de travail pour aller installer des tuyaux d'irrigation dans un verger à Wenatchee. Il emprunte donc une caravane aux parents de Rose pour que Rose et Melissa puissent venir avec lui. Parce qu'il partait plusieurs semaines. Donc, il gare la caravane au pied d'une petite colline entourée d'herbes sèches, tout près d'un lac, puis il y avait une petite plage. C'était super paisible. Donc, ils vont rester là plusieurs semaines. Et un après-midi, Jesperson n'est pas là. Il n'est pas au travail, mais il n'est pas là. Rose elle regarde par la fenêtre, puis elle voit que l'herbe sèche sur la colline est en feu. OK. Les flammes y grandissent, puis là, elle voit que ça se dirige vers elle, tu sais. Fait que là, elle appelle les pompiers. Elle attrape le... Ah non, elle appelle pas les pompiers. Elle attrape le tuyau d'arrosage pour arroser les flammes du mieux qu'elle peut. Elle réussit à contenir le feu jusqu'à ce que les secours arrivent. Mais elle les a jamais appelés. Mais ils sont arrivés.
Ok. Peut-être qu'ils ont vu la fumée, je sais pas. Ouais. Ou un voisin a vu, peut-être. Ben, ils sont comme dans un bois au milieu de nulle part. Ah, OK. Il était tout seul. Mm. Fait que heureusement, elle et Melissa sont saines et saufs. Et Jesperson arrive une quinzaine de minutes plus tard. Quand Rosa demande où il était, encore là, il l'ignore. On sait pas il était où. Il répond pas. OK. Donc, deux incendies Très rapproché. très rapprochés en 3 mois. C'est un peu louche. Mhm. Raison numéro 3, les ours. Un week-end, toujours quand Melissa était bébé, Jesperson y emmène sa famille dans un chalet dans les bois. Un moment donné, dans l'après-midi, il quitte pêcher, puis il revient avec des poissons qu'il nettoie sur le balcon en avant du chalet. Mhm. Il laisse les dépouilles par terre sans rien nettoyer. Bon cocon. Après avoir soupé, Jesperson, il dit à Rose qu'il va dormir dans la voiture. OK. Elle dit pourquoi tu dors pas avec moi dans le lit. Fait que là, encore une fois, classique, il l'ignore, répond pas. Il s'en va dormir dans l'auto. Donc, Rose se couche dans son lit, Mélissa dort dans sa bâtissette. Et en plein milieu de la nuit, Rose elle se réveille en sursaut. Il y a 2 immenses ours qui sont sur le balcon en avant du chalet. Mm. Ils viennent de manger les dépouilles des poissons qui traînaient. Puis, il y a sûrement qu'ils en veulent encore. Mhm. Donc, ils essayent de rentrer dans le chalet Parce que en ça sent le défonçant les poisson fenêtres. C'est ça. dans le chalet aussi. Il essaye de défoncer les fenêtres. Rose a la peur de sa vie. Elle a sa petite dans ses bras, elle tremble. Elle essaie d'aller chercher l'attention de Keith si elle le voit par la fenêtre. Mais En plus, dans le coin où ils sont, c'est genre, il y a des grizzlies, là. probablement. C'est pas nécessairement des petits ours bruns sympathiques comme on a ici, là. Non, elle a eu la chienne de sa vie, la fille. Jesperson, il ne viendra jamais à la rescousse de sa famille. Puis, il dira le lendemain qu'il n'a jamais rien entendu. Tu sais, tout ça, mettons, est comme... En 91, elle décide de le quitter. C'est assez. Ouais. Un après-midi qui est à l'extérieur pour le travail, elle et ses 3 enfants quittent la maison puis emportent avec eux juste quelques vêtements parce qu'elle n'était pas sûre si c'était temporaire ou si c'était définitif. Ils vont habiter chez les parents de Rose qui habitent à Spokane, qui est à une vingtaine de minutes de où ils habitent. Quelques mois plus tard, les enfants et leur mère retournent à la maison pour prendre le reste de leurs effets personnels parce que là, ils se rendent compte que la situation est pas temporaire. C'est fini. À leur grande surprise, quand ils arrivent à la maison, leur père s'est débarrassé d'absolument tout. Même les meubles sont empilés à l'extérieur, complètement détruits. Hein? Et il a tout brûlé. Les vêtements, les jouets, les livres, les photos de famille. Hein? Rose, dans le podcast, a dit on n'avait aucune photo de l'enfance de nos enfants. C'est vraiment triste. Ah, c'est vraiment triste. Donc, le message est clair. Rose et les enfants sont plus les bienvenus dans leur propre maison. Donc, les années passent. Jesperson déménage à Portland, en Oregon. Il laisse la maison à Rose puis les enfants qui peuvent à nouveau emménager dans leur maison. Okay. Dès le retour, Melissa elle sent qu'il y a une atmosphère étrange dans la maison. Elle se met même à voir des fantômes puis à sentir des esprits. Quand elle visite son père en Oregon avec son frère puis sa sœur pour la première fois, elle ressent la même énergie un peu étrange. Leur toute première nuit, Melissa raconte qu'elle était couchée dans son lit, puis elle sent que quelque chose la frôle. Hein? Donc là, elle a peur. Fait qu'elle sort, elle veut aller dans la chambre de son père, mais elle s'arrête parce qu'elle sent comme une froideur qui vient de la porte de la chambre de son père. Fait qu'elle finit par pas entrer. Puis, attends, mais là, elle est chez son père? là, elle est chez son père, ouais. OK. En Oregon. OK. Fait que là, elle a comme peur. Fait qu'elle finit par se coucher dans le corridor, tout allumer les lumières, puis elle a dormi là. Pauvre chouette. Fait que là, lorsque Jesperson se réveille le lendemain matin, il manque de trébucher sur sa fille qui est couchée par terre. Il la réveille, puis il demande qu'est-ce qui se passe. Fait que là, il explique qu'elle a eu peur. Puis là, Jesperson, il lève les yeux au ciel, puis il continue son chemin. Il dit juste que lui aussi, il sent les esprits, puis qu'il y en a probablement, mais qu'il faut pas s'inquiéter. OK. J'ai plus de Ça va, t'avoir. De retour à Cheney, là où maman habite, les enfants vivent à temps plein avec leur mère, qui fait de son mieux pour joindre les 2 bouts. Rose, elle se fait un nouveau copain qui emménage avec eux. Ils vont se marier éventuellement. Jesperson, il vient des fois faire un tour en ville, étrangement, mais pas trop en même temps parce que c'est sûrement difficile de dire non à Jesperson, mais quand il est en ville, il dort pas à l'hôtel. Il dort à la maison avec les enfants, Rose et son nouveau chum. OK. En échange de son séjour à la maison, il fait un peu d'épicerie puis il donne de l'argent à Rose. OK. Fait que c'est sûr que cette situation-là, ça lui plaît pas trop, mais elle a comme pas trop le choix parce qu'elle a vraiment besoin de son support financier. Puis elle dit souvent que Jesperson, il y a toujours de l'argent. OK. Comme beaucoup d'argent. On sait pas d'où ça sort, mais il y en a tout le temps.
Et aussi, c'est ça doit être difficile de dire non à ce gars-là. Mhm. En 92, Jesperson fait la rencontre de Julianne Winningham. Julie est née à Los Angeles, en Californie, en 1954. Elle est divorcée et elle a un fils du nom de Donald Bernard Findlay, qu'on surnomme Don. Don, il vit avec son père en Californie, mais puisque son père travaille tout le temps, il dit qu'il a été élevé par ses grands-parents. Julie, elle voyage beaucoup à travers les États-Unis. Son fils la décrit comme une femme énergique, positive et grande amateur d'aventure. Elle a aussi apparemment le cœur sur la main, puis est très généreuse de son temps. Elle est très bien entourée, elle a beaucoup d'amis. Entre 92 et 95, Jesperson et Julie se fréquentent comme on and off. Mhm. En 95, Julie vit toute seule dans l'Utah, puis est en couple, théoriquement, avec Jesperson depuis quelques mois. Lorsque Melissa passe un peu de temps avec son père au début de l'année 95, il lui dit qu'il va y acheter une voiture, une Pontiac rouge. Et il dit qu'il prévoit acheter une maison sur le bord de la plage pour lui et sa fiancée, Julie. OK. Il invite Melissa, il dit « Tu viendras emménager avec nous quand j'aurai acheté la maison. » Et qu'elle est vraiment excitée. Mhm. Le soir du 10 mars 1995, Jesperson et Julie se chicanent dans le stationnement à la sortie d'un bar de la ville de Washougal, dans l'État de Washington. Julie, elle a besoin apparemment d'argent, puis elle demande à Jesperson d'y emprunter, mais il veut pas. Je sais pas pourquoi. La chicane éclate. Jesperson perd son calme. Il attrape Julie par le cou. On se rappelle qu'il fait 6 pieds 6 et 240 livres. Mhm. Il serre jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Et il a de l'expérience en étranglement d'être Voilà. vivant. Mhm. Elle tombe sur le sol. Jesperson la soulève puis l'emmène dans son camion stationné tout près. Il la ligote avec du ruban adhésif. Il lui attache les chevilles et les bras, puis il tape la bouche. Couchée sur la couchette dans le camion, Julie est ensuite déshabillée et violée par Jesperson, tout ça pendant qu'elle est inconsciente. Mhm. Il se met ensuite à conduire vers l'est, à l'extérieur de la ville. Jesperson sait que Julie va probablement se réveiller bientôt, Mhm. donc il freine vraiment sec à un arrêt pour la réveiller. Il l'entend grogner, et là, il voit qu'elle tente de se lever puis de venir s'asseoir en avant sur le siège passager, mais elle tombe puis elle se fait une coupure au front. Jesperson, il se tourne, il lui tapote le dos puis il lui dit « C'est gentil de te joindre à moi, Julie. Reste là jusqu'à ce que je m'arrête, tu vas voir ce qui va t'arriver. » Quelques kilomètres plus loin, Jesperson stationne son camion, puis il se rend à l'arrière où Julie, tremblant de peur, se trouve. Mhm. Il la viole à nouveau. Julie est consciente cette fois. Elle fait semblant d'être consentante en espérant qu'il va la laisser partir. Mais il n'en a aucunement l'intention. Il lui dit « Il n'y a pas de retour en arrière. J'ai tué 7 filles avant toi. Je te tuerai aussi. » Oh, OK. Je pensais que c'était comme la première fois qu'il est tué. Mm-hmm. Selon Jesperson, voici la conversation qu'il aurait eue avec Julie. Donc, il lui aurait dit « Tu m'aimes pas, Julie, tu m'as jamais aimé. » Donc, elle, en larmes, elle renifle, puis elle répond « Et tes enfants, j'allais m'occuper de tes enfants. » Sûrement parce que, tu sais, il avait dit à Melissa qu'elle allait emménager avec elle. Oui, puis elle sait qu'il aime ses enfants. Mm-hmm. Ouais. Donc, Jesperson, il rit, puis il ajoute « T'es même pas capable de t'occuper de toi-même. Comment je pourrais te confier mes enfants? » Parce que, selon lui, il dit qu'elle buvait beaucoup. Puis quand elle buvait, quand elle était ivre, elle lui rappelait son père. Mm. Je pense que c'est ça qui fait comme créer de la rage en lui. Ouais, OK. Fait que là, Julie, elle regarde Jesperson, puis elle dit... Jesperson, il enlève le ruban adhésif autour de ses chevilles, puis il dit qu'il détache pas ses bras parce qu'il a peur que Julie l'attaque avec ses longs ongles. Ce sont ses mots, pas les miens. Jesperson la regarde doucement. Il place ses grandes mains autour de son cou, encore une fois, puis il serre à nouveau. Et cette fois, il serre jusqu'à ce que Julie cesse complètement de respirer. Jesperson se remet en route, le corps de sa victime derrière lui. Il s'arrête sur le bord de l'autoroute 14 à 6 km à l'est de Washougal, où il jette sauvagement le corps nu de sa victime dans un petit ravin. Il reprend ensuite la route comme si rien n'était. Le lendemain, Jesperson il se rend à Vancouver, toujours dans l'État de Washington, pas notre Vancouver à nous. OK, j'étais genre, attends une minute, c'est Non, pas non. dans l'État de Washington? Okay. Pour renouveler son permis de conduire. Il se met ensuite en route vers le Nouveau-Mexique. En chemin, il passe par Baker City dans l'Oregon, où il passe quelques heures à jouer au casino. Toujours comme s'il venait pas tout juste de violer et d'assassiner sa blonde. Mhm, mhm.
Il passe même la soirée à draguer plusieurs femmes, apparemment. Puis il a aussi le culot de donner 2 manteaux qui appartenaient à Julie, à une des femmes qu'il rencontre ce soir-là. Vraiment, ouais. Le même jour, donc le lendemain du meurtre de Julie, son corps est retrouvé. C'est un habitant de la région qui la trouve quand il s'arrête pour prendre une photo au bord de la route. C'est vraiment... Genre, lui, il a juste vu un beau paysage. J'étais comme... le bel oiseau! Il s'attendait définitivement pas à tomber sur le corps nu d'une femme qui a visiblement été assassinée. C'est le fils de Julie, Don, qui a eu la lourde tâche d'aller l'identifier à la morgue. Il en parle, ça, dans le podcast. Il dit, la dernière image que j'ai de ma mère, c'est ça. Puis il dit qu'il avait fait l'autopsie puis qu'il avait ouvert le crâne, fait qu'il y avait des points de suture dans le front. Puis on voit aussi la coupure au front qu'elle avait quand elle est tombée. Bref, très lourd. Après avoir interrogé quelques proches de Julie, la police se met immédiatement à la recherche de son conjoint, Jesperson. Il trouve le nom de son employeur et localise son camion qui se trouve au Nouveau-Mexique. Donc, les agents font le voyage jusqu'au Nouveau-Mexique, puis ils retrouvent Jesperson qui, comme on peut y penser, il est d'aucune aide. Ils prélèvent des échantillons de sang, d'urine et d'autres substances dans son camion, mais ils peuvent toujours pas procéder à une arrestation, faute de preuves. Les policiers se remettent en route vers Washington pour soumettre les échantillons au laboratoire. Entre-temps, Jesperson, il sombre un peu dans une dépression, puis il veut mettre fin à ses jours. Il écrit une lettre à son frère qui va lui servir de note de suicide. Dans cette lettre-là, qu'il poste le 24 mars 1995, il avoue avoir tué Julie et 7 autres personnes. Le même jour, Jesperson téléphone au détective Rick Buckner du bureau du shérif du comté de Clark. Il lui confie avoir étranglé Julie après l'avoir violée dans la cabine de son camion et l'avoir bâillonnée avec du ruban adhésif. Il dit aussi qu'il a essayé de se suicider à plusieurs reprises, mais sans succès. Apparemment qu'il aurait dit « il n'y a pas assez de pilules dans ce maudit pays-là ». Je pense qu'il a essayé de caler des pots de Tylenol. Mais le gars, il est gigantesque. Mais c'est gigantesque, c'est ça. C'est ça. Donc, Jesperson est officiellement arrêté pour le meurtre de Julianne Winningham le 30 mars 1995. Après ça, il regrette avoir envoyé la lettre à son frère. Fait qu'il appelle pour lui dire de détruire la lettre, puis il dit tout ce qui est écrit là-dedans, j'étais fou, là, c'était des mensonges. Je crois pas ça. Parce qu'il se dit, le gars, tu sais, faire de la prison pour un meurtre versus 8, c'est moins pire. Heureusement, le frère de Jesperson, il va pas l'écouter, puis il va transmettre sa lettre aux autorités. Je te raconte les 7 autres meurtres la semaine prochaine. Ouh! OK, je suis full hooked. OK, ouais, fait que là, en fait, la suite, on va la poster plus rapidement sur Patreon. Yep. Puis Ben, oui, c'est toi qui... Puis sinon, il va être... Je pense qu'il va sortir une semaine après. Parce que là, on sort le 22. Ouais. Fait que la suite va sortir le 29 Joyeux pour Tout le monde. Ouais, joyeux Noël. Joyeuse nouvelle année. Voilà. Raconter des beaux meurtres pour le temps des fêtes. OK. De toute façon, je sais que vous aimez ça. Fait que... Ouais. Donc, joyeux Noël, puis on se reparle... Ouais, joyeuse fête tout le monde. On se reparle juste avant Noël. Juste avant le jour de l'an. Juste avant le jour de l'an. Avec la suite de cette horrible histoire. Oui, passez du beau temps avec vos proches. On vous aime très, 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 très fort. Oui. Bye! Bye! À la semaine prochaine! OK, je veux avoir la suite. Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binku. Bye!